convaincu que l'être humain, il peut automatiser 80% de ses tâches grâce à l'IA. Les 20-30% que tu fais à la main, en vrai, c'est les 20-30% qui font la différence entre un bon poste et un très bon poste en vrai. Donc. Et donc, dans l'idée, l'objectif, c'est qu'on ait 80% du travail qui soit fait par l'IA et que nous, on fasse la partie 20% restante, tu vois, qui va être souvent du contrôle qualité. Donc, ça peut être une source de rémunération qui est assez grosse. Derrière, l'IA puisse aller questionner, nous, notre base de données structurée pour te présenter les meilleurs outils qui correspondent à ton besoin. Le plus gros tool finder du marché, l'objectif, c'est de permettre aux professionnels du B2B de trouver les outils dont ils ont besoin au bon moment. Un gros axe, ça va être la vente de leads en direct. Moi, je suis convaincu que le meilleur contenu, il reste le contenu écrit à la main. On regarde aussi grandement ce que font les États-Unis et on n'a pas peur de tenter. C'est-à-dire que si tu bases ton business sur une personne, ça va être très dur derrière de le revendre. Et justement, en vrai, c'est rare les personnes qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps et à être très serein. Pourtant, qui disent, ok, bah, je vais faire une boîte à 1 milliard en fait. Un homme heureux ou une femme heureuse, elle se définit pas juste par l'argent qu'elle génère. Bah écoute, Raouf, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content de parler avec toi. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah écoute, ouais, je vais très très bien. Il est un peu tôt chez moi du coup, parce que je me suis adapté à tes horaires en Asie, mais pas de problème. Ouais, là, bah, actuellement, à Bali, il est 15 h, donc toi, c'est moins 7 ou moins 6, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, moi, il est 10 heures. Bah écoute, je suis très content Ok. de te parler aujourd'hui parce que on a eu un passé qui était plus ou moins commun parce que toi, du coup, tu as géré une agence de prospection, on en reparlera un peu. Récemment, du coup, tu as lancé un nouveau projet, Sales Tech Scout. Dis-moi si je le dis bien. Tu dis ça Ouais, comment? c'est ça, c'est ça. C'est ça? Scout, en fait, en anglais, tu vois, le scouting, c'est faire la recherche de nouveaux talents. Souvent, il y a ça dans le sport. Tu vois, tu scoutes des Kylian Mbappé ou des Wembanyama, tu vois, des petits joueurs. Là, l'objectif, c'est de faire la même chose, mais pour tout ce qui va être sales tech, donc les outils. On pourra en parler un peu plus en détail au long de cet entretien. Ouais, carrément. Bah écoute, je suis quand même curieux que tu me fasses un peu le pitch déjà de ce que tu vas faire avec ce que c'est vraiment au tout début. Tu vas lancer un média plus ou moins B2B dans tout ce qui est lead gen. Et je suis curieux, on va dire que tu détailles un petit peu Mhm. tes ambitions, tes plans. Et après, du coup, j'ai pas mal de questions plus précises. Yes, avec plaisir. Bah déjà, comme tu l'as dit, ouais, on va dire un univers commun. Tu te souviens, à l'époque, on avait bossé plus ou moins ensemble sur Ouais. mon agence, Alpaca Leads. Moi, du coup, je suis issu du B2B, donc j'ai commencé en faisant des ads. Ensuite, je suis passé sur la partie outbound. Et de ce que j'ai remarqué, le plus dur, tu vois, en tant que freelance, c'est d'avoir accès aux meilleurs outils, aux meilleurs workflows et savoir quoi faire à quel moment. On va dire que les meilleurs freelances, c'est ceux qui savent s'adapter, tu vois, à n'importe quel case study, qui savent quel stack utiliser, quel workflow utiliser. Tu vois, on peut prendre l'exemple assez bête d'un client qui veut faire, tu vois, du multicanal, bah, tu vas lui proposer du lemlist. Le freelance qui s'y connaît pas trop, bah, en fait, il a même pas, tu vois, on va dire les outils ou ne serait-ce que les notions à appliquer en fonction du case study. Et donc, à partir de ce point de vue-là, de ce postulat de base, je me suis dit que ce serait assez intéressant de lancer un média justement dans la sales tech pour donner un peu les armes aux professionnels du B2B en leur présentant des outils qui sont plus ou moins novateurs, en leur présentant des workflows, des stratégies qui vont être utilisées par les top agences mondiales, que ce soit des agences d'outbound, d'ads, avec bien évidemment un axe qui est assez gros sur la vente. L'objectif, c'est de tu vois, booster les ventes à travers des outils modernes, des workflows modernes aussi, qui sont utilisés, comme je te dis, par des grosses agences, des grosses boîtes, et des stratégies novatrices. Donc c'est un peu l'objectif du média. Et comme tu l'as dit, là, on se lance tranquillement sur LinkedIn parce que c'est une plateforme sur laquelle j'ai déjà une audience. Et l'objectif à terme, c'est d'avoir, tu vois, tout un écosystème, une galaxie autour de ce média qui sera composé, tu vois, de la classique, hein, ses chaînes YouTube, un site web avec un blog SEO assez quali, peut-être une newsletter et un gros projet tech dont on parlera un peu plus en profondeur juste après. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai qu'effectivement, du coup, tu m'as dit que tu étais associé avec certains devs. On en reparlera, mais du coup, je suis curieux de savoir quelles sont la partie vraiment dev que tu vas mettre au sein d'un média. Alors qu'un média, normalement, c'est plus ou moins classique sans dev. Toi, du coup, c'est un petit peu différent. Avant ça, pourquoi tu as décidé de te lancer dans le média? Parce que, de un, c'est quand même pas ultra connu quand tu fais du B2B. Encore moins en lead gen. Enfin, en général, quand tu es bon en lead gen et que tu aimes bien ça, tu te dis, OK, bon, bah, est-ce que je fais un SaaS? Est-ce que je fais une agence? Est-ce que je fais des formations? Les médias, il y a quand même pas beaucoup de médias qui se lancent. Encore plus en France. Bon, toi, du coup, c'est un média quand même international. Et pourquoi tu t'es dit, le média, c'est ce que je veux faire, et surtout pourquoi tu t'es dit que les autres, on va dire, types de business te parlaient moins? Alors ça, c'est vraiment ma sensibilité à la prestation de service. Je fais de la prestation de service depuis déjà 3-4 ans.
Et en ads, c'est un peu moins le cas, mais en outbound, en 2-3 ans, j'ai pu voir un glissement vers le bas qui est assez terrible sur la qualité du service qui est rendu, mais à la fois sur les attentes que les clients ont envers les prestataires. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, tu avais des agences assez quali euh, qui, euh, qui faisaient leur travail, tu vois, de prestataires de services avec des offres qui étaient plus ou moins bien packagées. Mais j'ai l'impression que depuis 1-2 ans, on est tombé un peu, j'aime pas trop ce terme, mais on est tombé un peu dans les influx voleurs, tu vois, avec des formations à tout va, sur des... Alors moi, c'est le sujet outbound, mais globalement, c'est sur des, tu vois, sur des micro-détails, c'est-à-dire, tu vois, des carousels LinkedIn sur quels sont les 5 objets d'outbound à utiliser pour du call mail. Donc moi, j'ai décidé de me lancer dans le média parce que ça fait 4 ans que je suis dans le service. Je remarque qu'il y a un glissement vers le bas de la qualité du service en France, sur ma niche, en tout cas en outbound, Mm. où c'est devenu presque caricatural, tu vois, ça rappelle un peu les influx voleurs et l'époque Booba, où en fait, tu vois, c'est un peu des offres qui sont délirantes, du genre, voilà, 5 à 10 clients, 5 à 10 nouveaux clients pour ton activité, sinon tu ne payes pas. Et en fait, je Ouais. trouve que ce genre de pratiques qui sont à la fois, alors la plupart du temps mensongères, malhonnêtes, en fait, elles nous tirent tous vers le bas. Et je sais pas, j'aimerais bien aussi avoir ton retour là-dessus, mais elles nous tirent vers le bas parce qu'elles décrédibilisent grandement notre expertise. Et en fait, elles nous fait passer globalement pour des vendeurs de tapis. C'est-à-dire que, bon, en ads, c'est un peu moins le cas, même s'il y a il y a un peu ce côté en ads, c'est pas formulé de la même manière, mais en outbound, on est vraiment sur, tu vois, c'est la classique. Quels sont les 5 objets mail les plus utilisés? Copie mon template, etc. Et en fait, je trouve que c'est faire du mal on va dire, à notre activité, parce qu'en fait, on la vulgarise tellement que, en fait, les clients maintenant, ils s'attendent à, oui, les 5 à 10 nouveaux clients par mois, ils s'attendent à ça, ils s'attendent aussi à pas payer s'il n'y a pas les 5 à 10 nouveaux clients, et les prestataires. Et tu vois, je veux pas tirer sur, tu vois, j'ai pas d'ennemis publics, genre. Euh, mais il y a un gros glissement vers le bas. Ça, je pense aussi, c'est grandement lié au fait qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'outbound et tout le Ouais. monde en fait d'ailleurs. Tout le monde peut se proclamer expert. Tu vois, tu fais 3-4 carousels où t'expliques c'est quoi un bon objet mail et vole mes 5 mails qui ont marché alors que tu vois, il y a peut-être même pas de preuve que ça a marché. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de client derrière, il y a jamais eu de preuve. Bon, on va dire il y a un gros glissement vers le bas et moi, je me voyais pas rester là-dedans toute ma vie. Parce que si c'est ça, tu vois, en 4-5 ans, j'imagine pas dans 15-20 ans ce que sera ce secteur qui, comme je te le dis, enfin, commence à de plus en plus se rapprocher des influx voleurs que tu vois, d'une expertise très technique et valorisée et bien vue aux yeux de tous. Ouais, pour le coup, bah, évidemment, je peux, on va dire, que être 100% d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un vrai glissement vers le bas. Alors, du coup, moi, bon, je dis ça parce que j'ai quand même une agence de prospection. Évidemment, au vu de comment ça évolue, je sais que je la garderai pas pendant des années, même si pour l'instant, je pense que c'est quand même un bon business. Et justement, c'est un peu simple, entre guillemets, de tirer un peu son épingle du jeu parce que dès que tu mets, on va dire, ton focus sur la satisfaction client, sur les MRR, facilement, tu peux avoir beaucoup plus de résultats, beaucoup plus, on va dire, de référents que les autres. Donc, en vrai, un peu comme tous les marchés, même si du coup il est quand même sursaturé, etc., la demande en vrai reste quand même énorme. Encore plus, on va dire, quand tu es dans un contexte où on va dire économiquement c'est compliqué. C'est un peu, enfin justement, moi, mes clients, limite, au plus c'est compliqué pour eux, au plus ils ont envie de déléguer à 100% leur acquisition avec une agence, on va dire, qui est sérieuse. Donc, c'est pas tout, on va dire, tout blanc, tout noir, mais je suis d'accord que, enfin, moi, un rendez-vous sur deux, la personne me dit, OK, bon, bah, c'est quoi vos garanties? Si j'ai pas 40 rendez-vous par mois de garantie, il me prend pas et bon, je peux rien faire avec ça. Donc, je suis d'accord et je suis surtout d'accord que c'est quand même fatigant à la longue. Donc, je comprends pourquoi t'as arrêté Ouais, ça. c'est très fatigant et en fait, tu vois, le niveau moyen en prospection, il est très faible. Il est très faible parce qu'en fait, il faut de plus en plus d'efforts et de technicité pour être bon. Tu vois, il faut maîtriser à la fois, on va dire, les bases qui vont être vendues par les influenceurs slash infopreneurs, qui sont ouais, comment faire un bon objet de mail, comment bien Ouais. structurer son mail. Mais ça, en fait, ça veut plus rien dire aujourd'hui et ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, tu vois, certaines formations qui sont vendues à 500 euros, j'ai eu la chance de voir un peu ce qu'il y a dedans, c'est le néant total. Donc en fait, du plus bas au plus haut, et là je vais te donner l'exemple des plus grosses agences, je vais pas donner de nom parce que l'objectif c'est pas que je me fasse des ennemis, mais même dans les plus grosses agences, qui sont d'ailleurs des marchés ou en tout cas des entreprises qui aujourd'hui vont très mal, d'ailleurs on n'en parle pas de Ouais. manière publique, mais les plus grosses agences de prospection vont globalement très mal.
le niveau est aussi très faible. Donc en fait, le glissement vers le bas, il est de toutes parts. Tu vois, je veux pas blâmer le petit freelance dans son coin qui vend des formations sur comment bien faire des objets de mail, même si je trouve que c'est un gros scam. Parce que de l'autre côté, tu as aussi les grosses agences qui sont censées montrer la voie, qui elles aussi font, tu vois, du travail qui est plus que médiocre. Et donc la logique derrière le lancement du média, c'était justement à la fois d'un point de vue personnel de me sortir de cette condition, entre guillemets, tu vois, je parle du capital, genre de Ouais. Marx et tout, non, pas du tout, mais tu vois, sortir un peu de cette condition parce que bah voilà, moi je suis pas trop à l'aise avec la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Il y a quelques années un peu plus, mais même tu vois, peut-être que j'étais pas assez éduqué sur le sujet et je voyais pas ce qui se passait, on va dire vraiment. Et donc le média pour moi, c'est comme je te dis, c'est une façon personnelle de me sortir un peu de cette condition, mais aussi d'apporter une pierre à l'édifice parce que je trouve, comme je te disais, il y a une grosse partie, je pense, de connaissances qui est manquante euh, sur la maîtrise des outils, sur la maîtrise des stratégies, des workflows. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde se prétend expert, mais en fait, bah, pour être expert, il faut avoir testé. Et en fait, mécaniquement, les gens n'ont pas pu tester. Tu vois, moi, je vais pas te le cacher, avec mon agence à l'époque, Alpaca Leads, j'étais pas bon. J'étais pas bon, nos campagnes, elles étaient pas excellentes. Mais en fait, j'ai appris à force d'avoir de nouveaux clients, à force de monter sur des case studies qui sont de plus en plus importants, à force de mettre la main dans des CRM, à force de, tu vois, commencer à travailler aussi avec les sales, donc, tu vois, intégrer la prospection avec le travail de vente derrière et mettre des liens là-dessus, que ce soit des automatisations ou, tu vois, des stratégies qui vont être un peu plus complètes. Euh, et en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'on peut s'améliorer que de cette manière. Sauf que cette possibilité, elle n'est pas donnée à tout le monde, parce que évidemment, les meilleures entreprises vont globalement avec les meilleurs freelances, et le reste en dessous, tu vois, on se partage globalement ce qui reste, et c'est pour ça qu'on tombe très souvent sur des clients qui sont, alors je vais pas dire des clients nuls, parce que c'est pas, enfin tu vois, le terme n'est pas approprié, mais des clients qui vont avoir des attentes qui sont irréalisables, qui veulent beaucoup de performance, qui vont être des mauvais payeurs. Et donc moi j'ai voulu, comme je te dis, sortir de ça et peut-être apporter un côté un peu plus éducatif entre guillemets euh, sur ouais bah, quels outils il faut utiliser pour quel case study, comment bien structurer ses stratégies. Et c'est pas que sur la prospection, c'est vraiment sur on va dire le processus de vente en général dans les entreprises B2B. Ok. Dernière question un peu plus perso avant que du coup on enchaîne plus on va dire sur ton média. Parce que du coup je sais que tu as arrêté on va dire plus ou moins ton agence il y a un peu plus d'un an. Enfin j'ai pas trop les dates en tête, tu me diras. Tu t'es mis un peu en freelance et tu as pris un peu du time off. Du coup bah, publiquement tu disais que on va dire tu vas réfléchir à d'autres projets. C'était quoi un peu le cheminement? Est-ce que directement tu savais que tu allais faire un média? Au début tu te dis ok peut-être que je vais faire un SaaS ou alors tu étais vraiment perdu au début. Comment ça s'est passé on va dire la dernière année où tu t'es un peu cherché? Donc à la fin de mon agence, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, je vais pas tomber dans le cliché de j'ai fait un burn-out, mais c'est vrai que j'étais un peu cramé parce que j'avais beaucoup travaillé à la fois sur la partie opérationnelle, sur la partie vente, sur la partie création de contenu. Enfin, tu me connais, tu m'as vu sur LinkedIn. Ouais. Enfin, j'étais vraiment à fond sur tous ces sujets, donc j'étais un peu cramé, tu vois. Donc j'ai pris une grosse pause. Je suis parti au Canada pendant un mois et demi, 2 mois. J'ai pas du tout travaillé. J'ai rien fait, honnêtement. Ok. Enfin, j'ai fait des trucs perso, tu vois, mais j'ai aucune tâche professionnelle. Et à ce moment-là, j'avais pour objectif de me lancer dans le dev. Parce qu'il faut savoir, bon, on n'en a pas parlé, mais moi j'ai diplômé d'HEC il y a 2 3 ans et j'avais un grand regret en sortant d'HEC, c'est de n'avoir aucune expertise technique sur aucun sujet. C'est-à-dire que je Ok, maîtrisais ouais, ça se comprend. rien. Tu vois, je maîtrisais absolument rien. Et donc je me suis dit, tu vois, à la sortie de cette agence, je me suis dit, ok, je vais apprendre le dev. Au moins, je vais avoir une brique de quelque chose et je verrai où ça me mène. Bon, il s'avère Ok. que, tu vois, j'ai bossé dessus pendant 4 5 mois. J'ai appris les bases plus de, on va dire, CSS, HTML, JavaScript, un peu de React. Et en fait, très vite, il s'est avéré que quand j'ai annoncé que je reprenais le freelance, j'ai eu des nouveaux clients, des clients qui étaient beaucoup plus quali que ce que j'avais en agence ou ce que j'avais en freelance avant. Et faut dire que tu vois, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Le dev, c'est très compliqué, c'est extrêmement complexe. Alors je dirais pas que c'est scientifique, mais il y a un côté très, ouais, c'est un peu de l'arithmétique, de la logique. Et en fait, Ouais. il faut vraiment, tu vois, il faut se mettre dedans à fond pour en tirer des choses intéressantes. Et donc j'ai arrêté le dev, tu vois, j'ai gardé les petites bases et j'ai continué en freelance. Et donc j'avais pas du tout cette idée de média en tête. Ok. Le média, c'est venu il y a 4 5 mois quand j'étais au Mexique. Je me disais, ouais, comment sortir de cette partie prestation de service?
Je pensais peut-être, tu vois, à m'internationaliser, à partir aux États-Unis, parce que je sais que les clients, ils sont beaucoup plus souples sur beaucoup plus Ouais. de choses. C'est-à-dire, c'est plus simple de leur vendre, c'est plus simple de les garder, c'est plus simple de leur montrer la valeur ajoutée qu'il y a dans ton service parce qu'ils croient en ce que tu vas leur proposer, contrairement en France où, comme on l'a dit, hein, ah, j'ai pas eu mes 5 clients par mois, pourtant j'ai vu 5 pubs qui me le garantissaient, donc t'es sûrement un menteur. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que le menteur, il est de l'autre côté de la rivière. Ça, c'est un autre sujet. Euh, mais tu vois, en arrivant au Mexique, je réfléchissais, tu vois, à plusieurs points et je sais pas, c'est venu comme ça dans ma tête quand j'ai vu un peu ce que faisait Cold IQ. Cold IQ, qui est une grosse agence de Ouais. prospection. Alors ils sont belges, mais ils opèrent aux États-Unis et ils ont un côté média qui est assez gros. Et en fait, je me suis dit, ah bah j'aimerais bien faire la même chose côté français. Et en fait, il s'avère qu'à force de discussion, j'ai trouvé des investisseurs, on a avancé ensemble et finalement, en fait, je vais faire un média B2B sur la sales tech international, donc où tu vois tout va être en anglais. Euh, mais j'avais pas du tout prévu, tu vois. C'est vraiment, c'est un peu le cliché de, tu vois, tu toques aux bonnes portes au bon moment et quelques mois plus tard, tu récoltes les fruits, tu vois, que tu as semés. Ouais. Juste, tu as parlé du coup d'investisseurs. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui sont déjà investisseurs du coup dans ton média ou pas forcément? Alors en gros, on avance sur le média d'une manière qui est assez particulière et c'est très lié à la partie tech qui sera imbriquée dans le média. Donc en gros, le média existait globalement avant moi, ou en tout cas la structure, tu vois, l'entreprise. Moi, j'ai rejoint le projet en tant que tête d'affiche. Donc globalement, c'est moi qui m'occupe de la partie contenu et de la partie média. Sauf que derrière, comme je te dis, il y a une grosse partie tech. On pourra en parler, mais globalement, ce qu'on est en train de construire, c'est le plus gros tool finder du marché. L'objectif, c'est de permettre aux professionnels du B2B de trouver les outils dont ils ont besoin au bon moment grâce à une base de données de, alors là, je pense qu'on doit être on doit être à 6 000 ou 7 000 outils B2B sur, tu vois, énormément de catégories. Ça part par exemple, Riverside, tu vois, l'outil qu'on utilise Ouais. actuellement. Ça peut être un AI Note Taker, ça peut être un CRM, ça peut être un Mail Finder. L'objectif, c'est de regrouper, tu vois, ces milliers et milliers d'outils dans une base de données assez intelligente et d'y donner accès aux gens pour qu'ils puissent avoir, tu vois, une vision assez exhaustive de ce qui se fait sur le marché. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi on va dire un gros trou de connaissances sur quel outil utiliser. Tu vois, t'entends plein de gens qui disent ouais, moi je fais du cold mail sur Substack ou je fais du cold mail sur sur HubSpot. Parce que en fait, il y a, je pense, un manque de d'éducation sur le sujet et les outils ça reste, tu vois, selon moi quand même un élément qui est assez essentiel et qui est à la base de n'importe quelle bonne stratégie commerciale, que ce soit de l'acquisition, de l'outbound, de l'inbound. euh, et donc l'objectif, tu vois, c'est de regrouper tout ça dans une base de données assez intelligente, avec évidemment le modèle assez classique d'affiliation sur chaque outil qui est poussé. Mais derrière, tu vois, la partie tech, elle est assez lourde parce que, tu vois, on a envie de créer quelque chose d'assez ambitieux, de pouvoir répondre à partir d'une prompt et de présenter, tu vois, des outils qui correspondent au case study de chaque personne qui remplit sa prompt en fonction de ce dont il a besoin. Et donc ça, c'est une partie qui est assez lourde, sur laquelle on travaille assez fort, mais qui, je pense, sera assez novatrice. Et tu vois, derrière, l'objectif, c'est aussi d'aller concurrencer des G2 ou des plateformes de la sorte parce qu'aujourd'hui, G2, en fait, tu payes, t'es présent. Nous, l'objectif, c'est pas tu payes, t'es présent. Tout le monde sera présent. En tout cas, on va essayer d'avoir le plus d'outils possible. Par contre, les meilleurs outils, ou en tout cas ceux qui sont le plus utilisés, le plus recommandés par les autres utilisateurs, seront mis en premier. Et il y aura pas ce côté un peu, ouais, tout le monde, enfin, tout est beau, tout est rose, comme dans G2. Enfin, je sais pas si tu te balades un peu sur Je vois G2, un mais peu, ouais. globalement, t'as l'impression que tous les outils sont les meilleurs de leur secteur, alors qu'ils existent depuis 3 semaines, tu vois. Alors justement, tu as parlé d'affiliation à la fois, on va dire, de référencement où les boîtes, on va dire, payent pour être référencées sur ton outil, ce qui ne sera pas le cas pour toi. C'est quoi, du coup, les moyens de rémunération que tu vas mettre en place, du coup, dès maintenant dans ton média et les autres que tu pourrais avancer? Parce qu'en fait, quand tu as un média, tu peux être extrêmement créatif sur la manière dont tu gagnes de l'argent et tu peux avoir 5, 10, 15 sources différentes. C'est quoi un peu tes visions là-dessus? Alors la source numéro un, je pense que ce sera de l'affiliation, donc assez classique, Ok. c'est lien d'affiliation sur les outils dont on parle, que ce soit sur les articles SEO, sur les newsletters. Bon, sur LinkedIn, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'aime pas trop mettre de liens sur mes contenus LinkedIn. Ouais. Voilà, c'est pas, voilà. Chacun a sa vision là-dessus. Moi, je suis pas trop fan. Euh, Après, il y a une grosse brique aussi de sponsorisation. Évidemment, comme n'importe quel média, tu vois, je vais avoir des sponsors.
Ce sera bien évidemment des leaders de catégorie. L'objectif, c'est qu'il n'y ait jamais deux catégories qui soient identiques dans les sponsors. Tu vois, je vais pas me faire sponsoriser à la fois par HubSpot et par Salesforce. Tu vois, ça fait aucun sens Ouais. pour les deux. Et d'ailleurs, aucun des deux n'accepterait un deal de la sorte. Ouais. Donc C'est il vrai y a que, ce alors, côté d'ailleurs, sponsor, tu vois. à ce Ouais, dis-moi. propos-là, c'est vrai que du coup, ça peut quand même faire monter les prix énormément rapidement parce que tu vois, par exemple, je prends un email Finder, il y en a tellement sur le marché que si tu leur dis qu'il y en a qu'un qui va être partenariat, on va dire, de ton média, tu peux faire vraiment monter les prix s'ils savent qu'on va dire ils sont seuls, on va dire, à leur place. Ouais, bien sûr, mais après, là, il y a des grosses considérations de trafic et aujourd'hui, moi, j'ai pas et tu vois, il faut être humble aussi sur la manière dont on présente les choses. Moi, j'ai pas la preuve sociale aujourd'hui Oui, pour bien sûr. pouvoir faire monter le prix de telle manière. Par contre, c'est sûr que demain, tu vois, j'ai un site web qui a un bon domaine ranking avec du bon trafic à la fois sur le site, quelques vidéos YouTube qui tournent, une newsletter avec quelques milliers d'abonnés. Bien évidemment, la signature est très simple et tu peux faire monter les prix. Et l'objectif, c'est d'aller chercher des boîtes qui, justement, ont les moyens et voient la vision, tu vois, dans le fait d'être sponsor d'un média. Donc, il y a ce côté sponsoring qui arrivera, tu vois, dans quelques mois, une fois qu'on aura un peu établi les choses. Et après, il y a plein, comme tu l'as dit, il y a plein d'autres hacks. Il y a un gros hack, ça va être la vente de leads en direct. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Par exemple, sur des grosses solutions qui vont être intégrées sur des boîtes à plusieurs, tu vois, plusieurs dizaines de sales ou plusieurs centaines de sales. Là, pour le coup, tu peux vendre le lead très cher à des boîtes ou à des outils qui, globalement, vont s'occuper de rappeler le lead, le qualifier, etc., etc. Et après, moi, d'un point de vue personnel, l'objectif avec ce média, c'est aussi de devenir un leader d'opinion dans la sales tech et de pouvoir vendre du service, idéalement de coaching, parce que j'aurais pas forcément le temps, tu vois, de faire de l'opérationnel, mais oui, de vendre du coaching derrière sur des sujets que je maîtrise, c'est-à-dire la création de contenu sur LinkedIn, personal branding sur LinkedIn, la prospection, les ads B2B. Mais évidemment, c'est pas l'objectif principal. Et je pense que c'est le gros avantage de mon média, c'est qu'en fait derrière, nous, on n'a pas de, l'objectif, c'est pas de vendre un service, tu vois. Si je te prends par exemple le média de Bulldozer, qui souvent est représenté par Jordan, qui est le CEO de Bulldozer, le média, ou en tout cas le modèle podcast, est là pour servir l'acquisition client de Bulldozer. Alors que moi, mon média, il est vraiment là pour aider les professionnels du B2B avec un modèle 100% gratuit. L'objectif, c'est qu'aucun des lecteurs n'ait à payer le moindre centime et que il y ait aucun, tu vois, sorte de frais cachés ou de service caché derrière. Si les gens trouvent que ce que je raconte c'est intéressant et que la manière dont je présente les stratégies, les outils est intéressante et veulent prendre des consultations avec moi, grand bien leur face et moi c'est top pour moi, mais c'est en aucun cas un objectif principal du média et je veux absolument pas que ce le soit. C'est une valeur assez importante aussi parce que pour moi un média tu vois, c'est un peu c'est du service public quoi. Ouais. J'offre de la valeur gratuite sans rien demander en retour. S'il y a des externalités positives, c'est top et on est toujours content. Mais c'est pas l'objectif premier et je tournerai jamais mon contenu pour, tu vois, me faire passer en premier ou montrer que je suis un expert. C'est absolument pas l'objectif. Il y a un modèle qui m'a intrigué, du coup, c'est celui, on va dire, de la vente de lead. Parce que c'est que quand on y réfléchit bien, une fois que tu es bien référencé et qu'on va dire un de tes outils principaux, par exemple, c'est du coup, je te mets un prompt sur mes besoins et je te dis exactement les outils dont tu as besoin. Il suffit que tu mettes une case en dessous sur tu veux implémenter du coup tel outil à ta boîte, voici tel expert, tu vois, enfin, des trucs très, plus ou moins classiques de n'importe quel SaaS, on va dire, à une rubrique partenaire. C'est vrai que si jamais tu Mhm. commences à vendre chacun des leads qui en plus entre en détail avec son prompt, ses besoins, ça peut être du coup une source juste énorme d'acquisition, enfin de Ouais, rémunération. ça peut être une source de rémunération qui est assez grosse. Après, il faut savoir prioriser. Évidemment, si c'est un mail finder à 29 euros le mois, ça n'a aucun intérêt de rentrer dans ce détail. Mm. Tu vois, tu vas récupérer quoi, 3 euros sur la vente Ouais. du lead. Par contre, tu vois, si c'est sur des gros CRM, des grosses implémentations, des ERP, où tu vois, il va falloir l'implémenter sur, je sais pas, 15 comptes de sales et qu'il y a un besoin qui est très spécifique. Tu vois, je te donne par exemple l'exemple de Salesforce. Tu vois, si demain je fais un Ouais. gros article sur Salesforce, je vais pas mettre un lien d'affiliation qui va rediriger vers Salesforce parce que quoi qu'il arrive, il y a aucune personne qui juste va sur le site de Salesforce et tape, tu vois, je veux prendre le plan basique et je commence. Alors il y en a quelques-uns parce que je sais qu'ils ont lancé là des plans pour les indépendants qui marchent d'ailleurs, je crois très bien. Mais tu vois, sur cet exemple par exemple de Salesforce, l'objectif c'est une fois que la personne sait que l'outil dont elle a besoin c'est Salesforce, c'est aller qualifier un peu plus son besoin avec un formulaire assez dynamique et ensuite renvoyer directement le lead à Salesforce avec un prix qui va être négocié entre tu vois, le média et Salesforce
tu vois, rendre la chose assez intéressante des deux côtés. Et bon, tu t'imagines bien que Salesforce, eux, ils ont pas d'hésitation à payer un lead assez cher si derrière, tu vois, il y a une grosse équipe et qu'ils savent que l'implémentation va être assez lourde et que la personne va garder l'outil pendant longtemps. Enfin voilà, c'est des sujets, c'est très complexe honnêtement. Et moi, j'aime beaucoup apprendre aussi. Tu vois, on parlait de pourquoi j'ai lancé le média, c'est que j'aime beaucoup apprendre. Je déteste stagner. J'ai l'impression que je stagnais un peu en ads, donc je suis passé en outbound. Là, j'ai l'impression que je stagne un peu en outbound, donc j'ai envie de, tu vois, de découvrir un autre sujet. J'ai testé le dev, ça un peu trop complexe. Tu vois, ça m'a un peu refroidi. Et là, je teste le média. Il y a plein de trucs nouveaux que j'apprends tous les jours et je trouve ça super intéressant. Donc, honnêtement, c'est top. T'as dit du coup que t'allais être la tête un peu d'affiche du coup du média. À quel point tu vas l'incarner ou pas? Parce qu'en fait, incarner un média, c'est un peu à double tranchant. C'est super pour toi, enfin, il n'y a pas de doute. Ça va aider le média à se lancer. Quand un média est extrêmement grand, parfois c'est un peu une limite qu'il soit associé à une personne. Comment tu vois un peu ça? L'objectif, c'est de l'incarner jusqu'au moment où j'ai plus besoin de le faire. Bon, ça, tu vois, c'est la réponse Ok. politicienne, tu vois, centriste de base. Non, mais en fait, dans l'idée, c'est ce qu'on se dit, tu vois, avec l'équipe, c'est que lancer un média, c'est dur. Il te faut un site web avec un domaine ranking qui est assez quali, avec des backlinks qui vont à droite à gauche, un bon maillage interne. Ça prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une variable qui détruit un peu ce modèle de le média, ça prend du temps à construire. C'est la partie personal branding. Donc, ça peut être à la fois sur YouTube. Moi, globalement, c'est sur LinkedIn parce que c'est là où j'ai eu une audience. Et en fait, l'objectif, c'est que sur la première, deuxième, troisième année, je dirais troisième année max, en fait, j'exploite au maximum, moi, l'avantage concurrentiel que j'ai. Et actuellement, l'avantage concurrentiel que j'ai, c'est de un, connaître assez bien les fondateurs de SaaS parce que j'ai beaucoup de relations dans ces gens. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de fondateurs de SaaS. J'ai la chance d'en connaître pas mal de manière personnelle, mais aussi d'appuyer grandement sur mon LinkedIn, donc avec mon audience qui est déjà existante. Et tu vois, ce serait bête de pas s'appuyer dessus. Mais tu l'as bien senti. L'objectif, ça va être très vite de me distancer du média parce que enfin, tu vois, globalement, dans l'idée, hein, n'importe quelle personne qui lance une boîte, l'objectif à terme, en tout cas, moi, c'est la manière dont je vois les choses, hein, c'est de pouvoir la vendre à un moment. Pour l'agence que j'ai lancée il y a quelques années, c'était pas possible. Pour un média, si je laisse que ma tête dessus, c'est pas possible. Je vais Ouais. pas vendre un média où il y a que ma tête dessus. Ils vont me dire non, mais tu viens aussi dans le projet et tu te vends aussi à nous. Donc je deviendrai salarié. C'est pas l'objectif. Donc tu vois là, on va dire que ouais, l'idée c'est de faire grandir le média comme je peux au début. Donc appuyer vraiment sur ma personne, à terme recruter des équipes et me distancer le plus possible pour ensuite avoir une machine qui tourne. Parce qu'en soi, un média, c'est juste du contenu. Donc derrière, c'est une machine de contenu qui tourne, des bonnes stratégies qui sont mises en place sur les partenariats et les lignes, on va dire, de chiffre d'affaires que tu mets en place. Donc ça prend du temps. C'est des questions que je me pose aussi, mais d'un autre côté, tu vois, je suis au début et j'ai pas envie de me poser toutes ces questions parce que c'est une prise de tête et au début, tu vois, t'as pas besoin de ça. Au début, là, moi, je suis vraiment full. J'essaie de signer des partenariats, je signe tu vois, des contenus LinkedIn sponsorisés, je crée du contenu à fond, je travaille sur le site web, on avance sur la grosse base de données, comme je te disais, qui du coup prend beaucoup de temps à structurer parce que tu t'imagines bien 6000 outils, il faut aller chercher tous les liens d'affiliation, il faut faire une description qualitative sur chaque outil pour nourrir l'IA plus tard quand on fera les prompts dessus. Voilà, il y a plein d'autres questions à se poser avant de réfléchir à est-ce que Raouf c'est le média et est-ce que le média c'est Raouf, tu vois. Ouais, ok. Justement, un peu pour revenir sur la partie dev, je suis quand même curieux de savoir à quel point tu veux que ça prenne de l'importance, à quel point on va dire il y a beaucoup de devs ou alors à quel point ils sont focus là-dessus parce que tu pourrais dire que tout ce qui est partie SEO, ça en vrai ça reste quand même du média, c'est juste du référencement un peu plus technique mais c'est du média. Toi du coup là l'outil pur dev du coup c'est je te mets un prompt et tu me donnes les outils et sur le papier je peux me dire bon ok bon bah en vrai un dev qui bosse un peu sur ça c'est faisable vu que c'est pas extrêmement complexe. C'est quoi concrètement en fait les gros enjeux que vous avez d'un point de vue technique pour que tu dises que le dev a autant d'importance que ça dans ton média? Alors la grosse partie technique, qui pour le coup ça c'est juste du entre guillemets du market research, c'est déjà d'avoir accès aux outils ou en tout cas à l'exhaustivité des outils, donc c'est-à-dire savoir quels sont les outils existants. Donc déjà ça c'est un truc, c'est extrêmement dur parce que je te dis va trouver les mail finder, ok tu vas trouver les 15 plus gros, mais en fait il y en a 600 derrière et il faut aller tous les trouver. Après que tu les aies trouvés, il faut aller faire les liens d'affiliation parce que le modèle de rémunération fait que pour chaque outil, il nous faut un lien d'affiliation. Sinon, en fait, on laisse de l'argent pardon sur la table. Et derrière, il faut aussi créer une description de l'outil qui est assez compréhensible, assez complète et assez différenciante pour que
Demain, quand la base de données existe, en fonction de ce que tu tapes, on te présente l'outil qui est le plus adapté. Donc, tu vois, je te prends l'exemple des 600 Mail Finder. Alors, je te dis 600, il y en a sûrement beaucoup moins, hein. Je 600, ça me highball, paraît beaucoup. comme on dit en anglais. Mais tu vois, parmi tous ces Mail Finder, il faut que j'arrive à trouver un axe de différenciation parmi tous ces Mail Finder pour que demain, si toi tu tapes, je veux un Mail Finder à tel prix, avec telle fonctionnalité, avec tel résultat potentiel et tel prix par mail trouvé, je puisse te donner des résultats qui font sens. Et donc ça, après, c'est vraiment de la structuration de base de données. Ça prend du temps parce que ouais, il y a vraiment ce côté travail recherche et derrière il faut plugger, tu vois, on va dire une barre de recherche intelligente qui s'adapte vis-à-vis de toute la description que tu as donnée de ces outils. Et plus tu as d'informations, plus l'IA sera intelligente. Tu peux pas lui donner, tu vois, des bases de données fragmentées. Donc déjà, tu peux pas genre te permettre qu'il y ait des outils qui n'aient pas les mêmes, on va dire les mêmes paramètres que les autres. Ouais. Donc il faut que tous aient le prix, la description. Alors là, pour les mail finders, ça va être le prix par mail trouvé. Est-ce qu'il y a un mail verifier? Est-ce qu'il y a un debounce? Si les mails sont trouvés, est-ce que on peut éventuellement, tu vois, évaluer les taux de mails valides? Voilà, c'est très très complexe. C'est ouais, c'est complexe et moi, de toute façon, j'aime beaucoup ça. Et après, enfin, la vision avec ce tool finder, c'est d'en faire une grosse source de trafic à la fois pour le média et faire du média une grosse source de trafic à la fois pour le tool finder. Donc dans l'idée, l'objectif c'est que les deux s'auto-alimentent pour que on ait à la fois, tu vois, de l'affiliation qui viennent de petits articles qui ont été écrits sur Top 10 CRM en 2027, tu vois, par exemple, mais qu'on ait aussi, tu vois, des gens qui tombent juste sur la base de données structurée, qui fassent leur recherche, je sais pas, avec une recherche intentionniste sur Google, du genre quel est le meilleur mail finder. Sinon, on a bien fait notre taf de SEO, normalement, on sera ranké. Et que à partir de là, bah, ils puissent faire leur recherche sur la base et que s'ils veulent aussi avoir accès à des articles qui sont assez détaillés sur quels sont ces outils, comment ils fonctionnent, des reviews exactes de certains outils, ils aient aussi accès à tout ça. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est un peu c'est pas de l'ambivalence, mais tu vois, c'est un peu un vase communicant et l'objectif c'est de remplir les vases de manière assez équitable pour que les deux s'auto-alimentent, quoi. À quel point tu vas intégrer de l'IA? Parce que tu vois, dans ce que tu me dis, si tu as une stratégie SEO, alors je m'y connais pas assez, mais aujourd'hui tu peux quand même avoir une stratégie en SEO qui juste explose tout en peu de temps parce que du coup, si tu configures bien l'IA pour les posts, etc., ça peut bien marcher. Pareil du coup pour l'email Finder et pour plein d'autres choses. Tu vois, même pour le scrapping de tous les logiciels, les agents IA, je pense, peuvent faire un très gros travail, en tout cas au début, tu vois, pour retrouver tout ça. À quel point vous intégrez déjà Mhm. l'IA et à quel point tu aimerais l'intégrer dans tout ce qui est partie création de contenu, SEO, Finder, etc. Sur le Finder, je pense que l'IA, en fait là, on travaille manuellement sur, tu vois, on va dire les gros outils du marché, en tout cas les leaders de chaque catégorie. L'objectif derrière, c'est que, comme tu l'as dit, l'IA reproduit ce qu'on a fait sur les outils leaders et qu'elle le fasse sur les Ok, outils d'en dessous. ok. Donc ça, c'est un truc qui est assez, et c'est côté tech. Honnêtement, je t'avoue, je pourrais même pas te donner de détails très techniques parce que je mets pas trop ma tête là-dedans. Tu vois, moi, je suis pas T'as appris à dev hein, 100% quand même, tech, hein. donc la plupart des trucs, je vais même pas les comprendre. Ouais, j'ai appris à créer des space shooters sur JavaScript, tu vois, mais pas plus. Après, sur la partie création de contenu, et ça c'est intéressant, moi je suis convaincu que le meilleur contenu, il reste le contenu écrit à la main. Par contre, je suis convaincu que l'être humain, il peut automatiser 80% de ses tâches grâce à l'IA. Donc l'objectif, c'est d'avoir des grosses colonnes vertébrales de contenu qui sont créées par l'IA, mais qui sont quand même revues par des humains. Là, actuellement, moi, je le fais manuellement. Donc là, on a déjà créé, tu vois, je dirais peut-être 200 ou 300 articles SEO qui sortiront le jour où le site sort avec un calendrier assez précis. Mais donc, dans l'idée, l'objectif, c'est qu'on ait ouais, 80% du travail qui soit fait par l'IA et que nous, on fasse la partie 20% restante, tu vois, qui va être souvent du contrôle qualité. Donc, s'assurer que l'IA n'a pas dit de conneries, rajouter des éléments s'il y a des éléments manquants. Et c'est pareil d'ailleurs sur LinkedIn. Hein, moi, je travaille beaucoup avec l'IA sur LinkedIn, sur mes contenus. Euh, Ça me fait, ouais, je dirais 60 ou 65% de la structure de mes posts. Le reste, c'est je rajoute ma petite touche. Mm. Donc c'est un peu la vision que j'ai. Je pense que tant que l'IA est pas totalement entraînée, et tu vois, encore une fois, peut-être qu'on j'aurai mes propres modèles de création tu vois, d'articles SEO avec l'IA, avec des modèles assez fine-tunés et qui permettent, tu vois, de créer des articles parfaits. Et tant que c'est pas le cas, moi je préfère garder à minima, tu vois, 20 à 30% d'input homme, humain,
dans la création de contenu. Et sur la partie dev, là, je t'avoue, Ouais, j'ai ok. pas toutes les réponses en tête pour te dire exactement ce qui se passe. Mais sinon, dans l'output final, ou en tout cas dans la base de données, l'objectif, c'est que quand tu fasses une prompt, donc une phrase, tu vois, avec ta recherche et ton besoin, un peu comme un moteur de recherche, derrière l'IA puisse aller questionner, nous, notre base de données structurée pour te présenter les meilleurs outils qui correspondent à ton, à ton besoin. Ouais, ok. Pour le coup, je suis quand même 100% lié. Enfin, je suis d'accord, moi aussi, tu vois, par exemple, mes posts LinkedIn, je rédige avec de l'IA, mais en fait, les 20-30% que tu fais à la main, en vrai, c'est les 20-30% qui font la différence entre un bon post et un très Ouais. bon post, en vrai. Donc, même si l'IA peut faire des bons posts ou des bons contenus SEO, si tu veux avoir un vrai contenu qui marche sur long terme, en général, pour l'instant, on va dire l'humain est très bon là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Et si tu veux une petite astuce que moi j'utilise avec l'IA, en gros, Vas-y. ce que je fais, c'est que sur Google Doc, je me note, enfin, je sais pas que je me note, je me fais copier-coller en fait des ouais, 100, 150 posts de ma niche qui marchent le mieux. Donc, je les mets tous dans un Google Doc. Je rajoute aussi 100 ou 200 hooks LinkedIn qui marchent bien dans ma niche. Et en fait, à chaque fois que je demande à l'IA de me créer un post LinkedIn, je lui donne ce PDF et je lui dis, tu te bases là-dessus pour me donner n'importe quel résultat. Donc après, dans la prompt, tu vois, il y a toujours le PDF qui est présent. Donc ça, il l'analyse avant de me donner un résultat. Et ma petite description de qui je suis, ce que je veux faire dans la vie, qui est ma cible, etc. Donc la classique. Et souvent, mes posts LinkedIn sont assez bons. Mais comme tu le dis, hein, il y a toujours 20% qui vont faire que bah, c'est toi, en fait. Et je pense que sur LinkedIn, c'est aussi ce qui fait que les posts marchent ou non, c'est que il faut rajouter un peu sa patte personnelle. Et ça, l'IA, bah, je pense qu'il est encore assez loin de le faire. Peut-être dans quelques années, quand on aura des puces dans le cerveau qui analysent, tu vois, tous tes souvenirs et tout ce que tu as vécu, oui, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Très bonne astuce. Alors, pour le coup, je faisais déjà, enfin, moi aussi, j'ai un petit déjà un agent GPT où j'ai donné, on va dire, mes meilleurs posts, on va dire, en PDF, et du coup, c'est sa base de données. J'avais essayé de mettre pas mal d'autres posts, d'autres créateurs, mais au final, ça faisait un mélange de styles que j'aimais pas trop. Au final, j'ai un peu enlevé ça, j'ai pris que mes meilleurs Mhm. posts à moi. Mais l'IA commence à être pas mal créatif, hein. Enfin, parfois, j'ai vu, en fait, surtout pour les PS, enfin, moi, je fais beaucoup de PS dans mes posts. Les derniers PS qu'il a généré avec, on va dire, l'historique de mes 150 derniers PS étaient quand même plus ou moins pertinents, donc j'étais plus ou moins surpris là-dessus. Mais ouais, en tout cas, oui, effectivement, il faut Mhm. quand même l'entraîner Ouais, sur ses bases intéressant. de données. Et, effectivement, de toute façon, c'est toujours le modèle d'entraînement de l'IA. Au plus tu as de données pour l'entraîner, au mieux ça marche. Effectivement, quand tu auras, on va dire, 3-4 ans d'articles SEO et des Ouais, bien milliers sûr. d'articles, ce sera beaucoup plus simple. Juste par curiosité, à chaque fois que tu Ouais, parles bien de sûr. on, tu dis qu'il y a plusieurs devs. Tu dis également du coup que tu as rejoint le média une fois qu'il était créé. Elle ressemble à quoi un petit peu l'équipe actuellement du coup du Sales Tech Scout? Actuellement, moi, je suis à la tête de la partie média. Ok, Et on a, je dirais, 4 ou 5 devs qui travaillent sur la partie tech, donc sur la partie base de données. Et l'objectif, c'est qu'il y ait beaucoup plus de gens qui me rejoignent sur la partie média. Mais tant qu'on n'a pas le site web, tant qu'on n'a pas la base qui est mise en ligne et qu'on n'a pas nos premiers sponsors, il n'y a pas de besoin réel. Moi, je peux tout faire de mon côté. Moi, j'adore construire des choses, donc ça me va très bien. Mais à terme, l'objectif, ce serait, tu vois, un peu comme le modèle Code IQ, même si je sais que eux, tu vois, sont sur la partie opérationnelle, donc ils bossent aussi sur la partie mission, mais d'avoir, tu vois, une équipe qui publie aussi et d'avoir, ouais, une grosse team sur LinkedIn. Je pense que ça aussi, ça fait un peu la différence en valeur perçue, on va dire, mais même quand tu essaies de vendre quelque chose à un outil, que ce soit de la sponsorisation ou autre, c'est beaucoup mieux quand tu as une équipe derrière. Donc voilà, actuellement, moi je suis tout seul sur la partie média. L'objectif, c'est que très vite, il y ait des gens qui me rejoignent. Et tu vois, entre-temps, moi, je continue le freelance. Là, je suis à Bali, j'étais à Bangkok il y a quelques semaines, j'étais au Mexique il y a quelques mois, j'ai fait le Canada, la Martinique. Bon, ça, c'était sur l'année 2024. Donc, tu sais, c'est pas, c'est une très bonne vie, honnêtement. Et le freelance, moi, ça me permet, tu vois, de garder le côté un peu alimentaire parce que, tu vois, le média ne me demande pas non plus 24 heures sur 24 de travail actuellement. Il me le demandera dans quelques temps. Mais donc, tu vois, là, je jongle un peu entre les deux. À la fois, je construis le média et à la fois, je continue des missions de freelance parce que c'est aussi très bonne manière, tu vois, de faire de l'argent et aussi de rencontrer des gens. Moi, j'aime beaucoup ça et d'ailleurs, c'est ce que je me suis rendu compte. Je préfère rencontrer des gens qui sont dans la bienveillance et qui veulent bosser avec toi et avec qui tu avances sur des sujets assez intéressants. D'ailleurs, là, tu vois, actuellement, je fais plus du coaching sur un modèle, tu vois, où en fait, c'est des calls et on s'appelle et on essaye de voir que ce soit la stratégie LinkedIn ou la stratégie de prospection. Euh,
Et ça me permet, tu vois, de pas juste avoir la tête dans le guidon dans le média, de sortir aussi un peu de ça, de bosser sur des sujets différents, sur des enjeux différents aussi, parce que chaque boîte que j'accompagne a un enjeu différent et particulier. Et ça me permet, tu vois, de respirer. Plus qu'à l'époque quand j'avais mon agence où j'avais que la tête là-dedans et c'était très vite overwhelming. Yes. Parce que, justement, tu l'as très bien dit, mais actuellement, le média, tu sais qu'il va falloir faire, enfin, que tu vas devoir te concentrer là-dessus parce que tu as une stratégie SEO, tu as peut-être un podcast, YouTube, newsletter, LinkedIn, etc. Actuellement, même si du coup, tu n'es pas 100% focus sur le média, c'est quoi ton focus? Genre, c'est faire des posts LinkedIn et trouver quelques partenariats ou ça va un peu plus loin? Alors l'objectif là actuellement, ouais, c'est de créer le plus de posts LinkedIn possible. Donc en tout cas, moi, ma stratégie LinkedIn là, mon LinkedIn perso avec tu vois presque 15 000 abonnés, c'est que pour le média. Ok. Donc je parle plus de, enfin si, je parle toujours, tu vois, de call mail, etc. Mais je parle plus de comment Raouf Lemouchi, moi, en tant Ouais, c'est qu'individu, au j'ai nom du aidé telle média, ouais. boîte à faire Ok. ABCD. Ça, je le fais plus du tout. Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est au nom du média. Et d'ailleurs, ça marche beaucoup mieux quand je vends des prestations. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je me suis retiré du côté, je suis juste un prestataire, les gens sont beaucoup plus intéressés pour prendre des prestats avec moi. Donc ça, c'est top. Et je pense que c'est vraiment le côté notoriété en fait. Dès que tu commences à sortir un peu de juste, je suis un opérationnel, les gens sont plus en mode, ok, alors peut-être cette personne, elle est vraiment, tu vois, je sais pas comment les gens réfléchissent exactement là-dessus. Donc voilà, il y a cette partie où en fait mon LinkedIn est dédié à mon média. Et ensuite sur le focus que j'ai à côté, comme je t'ai dit, c'est globalement avancer pour mes clients parce qu'il y a aussi, tu vois, ce côté d'engagement où moi c'est super important. Mes clients qui me font confiance, l'objectif c'est que j'avance avec eux. Donc tu vois, si je te donne une semaine type, je dirais que tu vois, je fais peut-être 2 jours et demi sur le média. Principalement, ça va être création de contenu LinkedIn, création de contenu SEO, parce que je suis obligé de créer les contenus avant même que le site existe. On avance aussi grandement sur le site, sur le branding. Donc ça, c'est sur la partie média. Et j'avance aussi sur la vente de sponsoring. Alors pour l'instant, je les vends pas encore exactement, mais j'avance avec beaucoup de boîtes, et des très grosses boîtes d'ailleurs, où tu vois, je présente mon projet, je présente qui je suis, comment, enfin, quelle est ma vision pour le média. Donc ça, je dirais, ça me prend 2 jours, 2 jours et demi. Et après, sur le reste du temps, je dirais, tu vois, parce que moi, j'évalue mes semaines plus à 6 jours et demi que 5. Je dirais qu'après, tu vois, il me reste 3 jours et demi, 3 jours à un quart où je suis à fond sur mes clients. Et là, c'est vraiment bah, enfin, ouais, de l'opérationnel. Je dirais. J'ai un gros client sur lequel je fais encore de l'opérationnel. Sinon, tous les autres, c'est sur de la partie coaching. Et là, c'est vraiment, bah voilà, on a nos sujets, on avance dessus, que ce soit en asynchrone ou en call, en direct. Ok. Alors, question très détaillée. Comment tu fais tes carousels parce qu'ils sont très très beaux? Bah c'est marrant, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus. Il est sorti hier. Mais je crois que LinkedIn, en fait, depuis que je poste en anglais, ils m'ont shadow ban. J'ai genre mon nombre d'impressions, il est tellement bas, Ah ouais? c'est grave. Alors ouais, il est très très bas depuis que je poste en anglais. Après, moi je comprends, hein, tu vois, j'ai posté en français pendant 2 ans. Là, d'un coup, je poste en anglais. Bon, peut-être que l'algorithme, il sait pas ce qui se passe, mais je sais pas, j'ai des taux d'impression qui sont très faibles, et donc ça m'étonne pas que t'aies pas vu le post que j'ai sorti hier. Mais donc voilà, j'ai des taux d'impression très faibles, mais des taux d'engagement qui sont très hauts, donc voilà, ça fait aucun Ok. sens. Mais sinon, pour répondre à la question, parce que là je tourne autour du pot, mes carousels, je les fais sur Figma. Donc en gros, Ok. j'ai une énorme base de données sur laquelle tu vois, j'ai genre tous les contenus que j'ai jamais sortis dans ma vie. Et je préfère largement ça à Canva où tu vois, c'est un peu t'as ton dossier Canva et en fait tu dupliques les trucs. Enfin, moi j'aime pas trop Ouais. ça. Je préfère tout avoir, tu vois, en face de mes yeux. Et dès que je veux aller piocher quelque part, hop, je vais dans le tableau blanc géant, je zoome, je prends le truc, je le duplique. Et globalement, en fait, tu vois, c'est des frames. Donc je sais pas si tu es adepte de Figma, mais en gros, tu prends des frames qui font la taille tu vois, une frame, c'est genre globalement Ouais, ouais. un élément que tu vas pouvoir exporter. Il faut la taille globalement d'une page de carrousel PDF, t'en fais 5-6 et tu les télécharges. Une fois que tu les télécharges directement sur Mac, il y a des shortcuts très faciles qui permettent de combiner des PDF. Pas besoin d'aller sur combinepdf.com ou je ne sais quel autre site étrange. Et en fait, tu crées ton PDF comme ça. Tu as juste, tu vois, 5-6 slides qui sont des PNG. Tu les combines directement sur ton Mac, ça te fait ton carrousel et tu le balances sur LinkedIn. Ok. Alors juste, je défends un peu Canva parce que moi j'aime beaucoup Canva. Désormais, tu peux également faire du coup le fameux tableau blanc où du coup tu as tous tes posts sur une seule interface comme Figma. Parce que moi du coup je fais ça aussi sur Canva.
Donc, je suis d'accord, enfin, Canva, c'est quand même moins pro, enfin, le rendu est moins stylé que sur Figma. On peut le faire aussi. Et justement, du coup, t'as dit que, comment dire, Ok, je savais pas. Je savais pas. t'as dit que t'avais perdu pas mal de reach, du coup, parce que tu postes en anglais. Évidemment, on va dire, quand on entend un peu ton ambition, ça paraît logique de tout faire en anglais, ça c'est une évidence. Mais le problème, c'est quand même la transition, tu vois, genre les premiers mois en anglais, le problème, c'est que du coup, tu vas être comparé à plein de créateurs qui sont beaucoup plus gros, là où du coup, en France, soit tu peux facilement être dans top 10, top 5, même, tu vois, top 1 des créateurs de contenu sur le sujet, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là où du coup, durant les premiers mois où tu vas être pas ultra connu à l'échelle internationale, comment tu comptes gérer ça de tout faire en anglais, ce qui est du coup parfois pas évident vu que ta cible, enfin, l'audience est quand même majoritairement française, je pense, dans ton cas. Bah en fait, je suis allé voir, c'est marrant parce que du coup, je suis allé voir ce qui se passait sur mon compte LinkedIn. Et en fait, il s'avère que j'ai beaucoup d'anglophones qui se sont abonnés à moi de manière assez étonnante parce que je postais qu'en français. Donc je dirais que j'ai peut-être ouais, 35 ou 40% de mon audience, c'est des anglophones. Quand même, ok. Faut se dire aussi que beaucoup des francophones parlent anglais, ou en tout cas dans nos niches, tu vois, tout ce qui va être growth, outbound, Ouais, ads, c'est vrai. etc. Après, sur la partie baisse de reach, honnêtement, moi, ça me fait pas si peur que ça. Je pense que, tu vois, je prends un risque, je le sais très bien. Je vais être comparé, comme tu l'as dit, à des gens qui font ça depuis plus longtemps que moi, qui ont des audiences beaucoup plus grandes. Mais moi, en fait, je vois le truc un peu comme, ouais, au long terme, en fait. Je préfère voir sur le temps long et me dire que, bah, peut-être dans 2, 3, 4 ans, je serai un leader d'opinion sur une niche internationale, ou en tout cas sur le marché international, plutôt qu'être sur le marché français, qui d'ailleurs, moi, alors je dirais pas que c'est un marché qui me déplaît, parce qu'encore une fois, ça fait aucun sens de dire ce genre de phrase, mais je trouve que c'est un marché qui est très compliqué, où les gens, ou en tout cas les acheteurs, sont très, ouais, c'est difficile de vendre à du francophone. Donc en fait, je me dis que je mise sur le temps long. Au début, c'est un peu dur, mais tu vois, c'est pas non plus le risque, c'est pas non plus le risque d'une vie, Ça tu vois. va. Je suis pas en train de traverser des frontières pour changer ma vie dans un autre pays. Donc voilà, je me dis c'est pas la fin du monde. Il y a une petite baisse de reach, mais tu vois, sur le long terme, ça me permettra de faire x3, x4 sur ce que potentiellement j'aurais pu faire en France. Ouais. Dernière question, on va dire sur la France versus l'international. Je suis curieux d'avoir ton avis parce que la France, étonnamment, je sais pas tellement pourquoi, mais c'est quand même connu pour être très bon en growth hacking dans tout ce qui est prospection. Parce que par exemple, les email founders, on a genre, je pense, genre, tu prends le top 10, on a au moins 5 qui sont français. Enfin, tu as les find email, ICPs, Enro, enfin, j'en passe, il y en a énormément. Pareil pour les logiciels, on a la Growth Machine, Lemlist, Datagma, les Walaxy, etc. Enfin, la France produit quand même énormément de logiciels comme ça, enfin, moins qu'aux US, mais enfin, la France est en deuxième. Mhm. D'après toi, pourquoi on a autant de personnes qui sont vraiment expertes en growth hacking ou dans tout ce qui est growth marketing en général? Parce qu'on est quand même surreprésenté dans on va dire, dans ce secteur-là par rapport à d'autres secteurs où la France est un peu à la ramasse. Si tu veux, je te fais deux réponses. Je te fais une Vas-y. réponse marrante et une réponse pro. La réponse marrante, c'est, je veux dire, c'est la même raison pour laquelle le rap français, c'est le meilleur rap derrière le rap américain. C'est parce que les Français, on est, je pense, alors, je vais pas dire qu'on est les plus gros suiveurs, tu vois, on n'est pas des suiveurs, mais je pense qu'on est ceux qui s'inspirent le mieux des États-Unis. Ouais. Donc, tu vois, on prend ce qu'ils font et on s'en inspire globalement plutôt bien. Et je te donne l'exemple du rap parce que c'est marrant, tu vois, le parallèle il était Ouais. immédiat. Après, pour une réponse un peu plus professionnelle, je pense qu'en France, on est très ambitieux. On regarde aussi grandement ce que font les États-Unis et on n'a pas peur de tenter. Et bon, là, tu me donnes l'exemple de la France, mais honnêtement, il y a plein de pays qui sont très très chauds en growth. Alors, on en entend un peu moins parler. Il y a peut-être des acteurs qui sont moins gros qu'en France parce que c'est vrai, tu vois, tu prends Lemlist, c'est quand même le marché est assez international et je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui connaissent Lemlist. Tu prends Nomination par exemple. Enfin, tu vois, il y a des grosses boîtes qui explosent et je pense que ça vient ouais du fait qu'on s'inspire beaucoup des États-Unis. On regarde beaucoup ce que font les États-Unis. On n'a pas peur de, entre guillemets, recopier ou en tout cas essayer de le faire à la française, tu vois, rajouter la French touch. Euh, donc je pense que c'est globalement pour ça. Et après, pourquoi ça marche? Là, c'est vraiment, c'est le marché qui le décide, tu vois. Peut-être qu'on a un bon mix entre nos devs et nos sales et tu vois, ça marche globalement bien. Tu vois, ça, là, on rentre un peu dans des dans des questions philosophiques. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment qu'on s'inspire grandement de ce que fait les États-Unis, de ce que font les États-Unis, pardon, euh, et on n'a pas peur de le faire à notre sauce. Et moi, t'avoue, enfin, je vais pas te mentir, je suis extrêmement fier de ça. Et c'est aussi un sujet, tu vois, avec le média, parce qu'on se demande, tu vois,
quels outils on a envie de mettre en avant en premier. Et moi, tu vois, j'ai un peu cette fierté européenne. Je me dis, tu vois, je préfère mettre en avant des outils européens parce que, bah, tu vois, ça vient de chez nous, c'est fait en Ouais. Europe, c'est fait souvent en plus, alors pas en compétition directe, mais c'est fait pour aller concurrencer ces gros outils américains qui la plupart du temps ont un monopole. Euh, donc voilà, donc c'est super intéressant comme question. Euh, et tu vois, je pense qu'il faudrait aller demander à Guillaume Webesch le jour où tu l'auras en interview. Je vais Tu lui l'avoir. demanderas Je vais l'avoir. pourquoi pourquoi l'Emlist c'est aussi big et pourquoi en France on est aussi fort et on est sûrement, tu vois, le deuxième pays en gros hacking derrière les États-Unis, Ouais, 100%. comme en rap. C'est ça. Après, Guillaume disait que lui, il était parti rapidement aux US parce que juste, il payait beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Du coup, il en a eu marre des Français, il est parti aux US. Et effectivement, enfin, il a quand même construit ça depuis la France. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc, ouais, les deux réponses, en tout cas, étaient intéressantes, la marrante et la pro. Pour parler un peu plus, on va dire, des ambitions, parce que tu as dit qu'effectivement, le but du média, c'est qu'ils ne prennent pas forcément uniquement, on va dire, ton incarnation, parce que tu sais que l'objectif, c'est quand même de leur vendre. Alors évidemment, je ne vais pas te demander, on va dire, je sais pas combien tu veux leur vendre, à quelle échéance, parce que bon, c'est encore le début, tu n'as aucune idée. Mais c'est quoi ta vision là-dessus? C'est tu te dis, ok, là, quand le média va repartir fort, je vais me concentrer là-dessus pendant 3, 4, 5, 10 ans, tu vois, je ne me rends pas compte. Toi, l'idée, c'est quand même de faire un exit de ce média-là et ensuite d'être tranquille. Même si du coup, c'est quand même très lointain, c'est quand même ce que tu as en tête. Bah, en fait, je pense que c'est vraiment la manière dont les gens voient l'entrepreneuriat. Tu vois, tu as des gens, ça va être des builders, tu en as d'autres, ça va être des runners. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais tu vois, des gens qui vont run des entreprises. Mm. Moi, j'ai toujours été le genre de personne qui idéalise les stories un peu à la Guillaume Webesch, tu vois, qui lance son Ouais, produit dans son coin, qui le fait grandir pendant quelques années et qui, le jour où il a l'opportunité d'aller chercher un gros billet qui globalement en fait représente tous les efforts que tu as fait sur les années en amont, va récupérer ce gros billet. Donc moi c'est ma vision et après bien évidemment tu vois la réalité du marché elle me rattrapera et si en fait le média c'est une machine à cash qui tu vois dépote énormément, en fait j'aurais pas d'intérêt à le vendre. Mais juste moi dans ma manière de voir les choses d'un point de vue entrepreneurial et je pense que je t'en avais parlé d'ailleurs sur mon agence. Bon, sur l'agence, c'était vraiment, tu vois, j'étais dans une illusion parce que c'est très dur de vendre une agence. Mais dans la manière idéale de voir les choses, mon objectif, c'est de créer quelque chose, de le rendre durable sur quelques années, et ensuite de pouvoir le revendre pour me concentrer sur aller recréer quelque chose. Parce que je pense que, tu vois, moi, je suis plus du côté des builders, j'aime construire, que j'aime run quelque chose qui existe déjà. Alors évidemment, tu es obligé de run le truc une fois que tu l'as construit, mais à terme, tu vois, dans le monde idéal, je préfère m'en distancer pour ensuite aller créer quelque chose d'autre qui me donnera sûrement plus envie à ce moment-là. Mais bon, encore une fois, tu vois, là, c'est des questions que je me pose comme ça à la va-vite. Là, l'objectif, c'est de me concentrer à fond sur le média et de pas, tu vois, de pas me bercer d'illusions ou de me noyer un peu dans ces rêves-là. Mais il faut quand même, tu vois, le garder en tête parce que c'est aussi la manière dont l'entrepreneur voit son projet et voit comment il veut le faire grandir. ouais, 100%. Je précise aussi que tu vois, de manière un peu plus financière, alors, effectivement, il y a beaucoup de CEO d'agences qui, on dit, rêvent de revendre leur agence. C'est très compliqué de revendre une agence. Ça se fait, mais du coup, les multiples en général sont beaucoup moins élevés que quand tu as un SaaS, par exemple. Mhm. Et pour revendre une agence, il faut du coup qu'elle tourne 100% en automatique, ce qui est vraiment compliqué pour le coup. Petite aparté faite, mais je suis d'accord que, en général, je pense que t'as moins d'une agence sur trois qui peut être revendue, qui peut être, on va dire, Ouais, revendable. bien sûr. Mais tu vois, en fait, c'est à peu près le même, c'est à peu près le même enjeu que dans le média. C'est qu'en fait, la plupart des agences, elles se basent sur une personnalité qui va être forte. Je te prends l'exemple, par exemple, de Bulldozer, mais c'est pas une agence, c'est un collectif de freelance. Mais tu vois, qui se base grandement sur la personnalité publique qu'est Jordan. Et donc, en fait, c'est le même enjeu que le média. C'est-à-dire que si tu bases ton business sur une personne, euh, ça va être très dur derrière de le revendre. Et là, on parle même pas du fait que dans les agences, globalement, ce que tu vends surtout, c'est la base de clientèle. Et la base de clientèle, bon, il va te falloir 10-15 ans de clients qui n'ont jamais de churn, de très gros clients qui n'ont jamais de churn pour, tu vois, avoir une grosse preuve sociale et justement augmenter ce multiple. Ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas dans la plupart des agences. Ouais, 100%. Et justement, je trouvais ça intéressant parce que on parle beaucoup des SaaS, donc des logiciels, on va dire software as a service, pour la revente, parce que c'est eux qui ont les multiples les plus gros, parce que tu peux facilement revendre et tout tourne plus ou moins en automatique, même quand tu as peu d'humains, parce que tu peux enlever des humains,
pas d'innovation, mais ça continue à tourner. Mhm. Le média, en vrai, c'est quand même presque aussi important, et les multiples, je pense, peut être aussi important qu'un SaaS, parce que tu vois, de ce que tu me dis, une fois que tu as, tu vois, le SEO, par exemple, c'est quelque chose qui se revend très très bien, parce qu'une fois que c'est en place, bon, bah, c'est en place. Pareil, du coup, pour ton algo, ton IA, etc. Effectivement, je pense que le média, enfin, dans ton cas, tu pas besoin d'avoir un SaaS, mais tu peux avoir des multiples ultra intéressants, parce que le jour où, du coup, tu mets en place tout ce que tu veux faire sur ton média, il peut littéralement quand même faire beaucoup de cash et tourner presque tout seul. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a à la fois la partie trafic qui pour le coup est extrêmement valorisée parce qu'aujourd'hui c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Tu vois, si Google aujourd'hui est l'une des entreprises les plus monstrueuses dans le monde, c'est parce elle attire, tu vois, le trafic international de partout. Et en fait, dans le média, c'est globalement la même logique, mais il faut que, tu vois, si tu es dans une optique de revendre ou tu es dans une optique de valoriser ton média, il faut aussi identifier d'où vient ce trafic. Si demain Squeezie lance un site web, évidemment, il y aura un trafic énorme. Mais si la source provient simplement de sa chaîne YouTube, elle sera beaucoup moins valorisée que si la source provient juste simplement de recherches intentionnistes un peu random de gens tu vois, sur des moteurs de recherche. Et donc ça, c'est un truc aussi qui est grandement à prendre en compte. Mais si tu arrives à avoir un bon mix entre à la fois du personal branding qui te ramène, tu vois, du trafic, mais aussi du trafic qui vient naturellement parce que juste t'es bien placé dans globalement, on va dire dans le référencement là où tu veux être, hein, ça peut être YouTube, ça peut être Google, peu importe. Bah ça se valorise grandement parce que ce trafic en fait techniquement, il n'est pas censé baisser d'une année à l'autre si tu continues à faire ton travail d'update des articles, etc., etc. Et ça a beaucoup de valeur. Donc moi, c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans le média parce que le média, contrairement à l'agence, je me dis que tu vois, je vais bosser, alors je sais pas combien d'heures, hein, ça peut se compter en milliers, tu vois, je vais bosser peut-être 5 000, 6 000, 10 000 heures dessus, mais ces 10 000 heures, elles vaudront 5 à 6 fois plus, tu vois, à la fin du terme ou du contrat, que les 10 000 heures que j'aurais pu bosser en agence. Et ça, c'est aussi un truc qui est super important, c'est de voir comment tu valorises le temps que tu vas passer sur un projet. Ouais, 100%. Toujours la question du véhicule, dans quel véhicule t'es, à quel point on va dire il est adapté à ce que tu veux faire. Dernière question, c'est quoi un peu le truc important que tu as sur ta to-do, que tu vas faire, je sais pas, dans les prochains jours, prochaines semaines? Le gros truc un peu que tu dois faire. Tu vas rigoler, mais moi, c'est pas des trucs pro. Ça C'est pas marche des aussi, trucs pro. t'inquiète. T'inquiète. Ok, ça marche. Là, il faut que je fasse mon visa pour Bangkok. Comme je te disais, enfin, je te le disais avant, donc comment on dit, en En off? coulisses. Enfin, Je en te disais off. ça en off cast. Je te disais ça en off. Je vais aller vivre à Bangkok là pendant un an en 2026. Donc là, je suis à fond sur la partie administrative. Donc il faut que je fasse les visas. Il y a un gros visa là qu'il faut faire en Thaïlande qui te permet d'avoir 4 ans de résidence en Thaïlande. Alors je précise, hein, résidence, pas résidence fiscale. Et donc ça, je pense, sur ma to-do. Donc c'est, tu vois, aller faire ce visa, aller trouver le condo dans lequel je vais aller vivre avec ma copine, trouver le bon quartier, etc. Ça, c'est sur ma to-do perso. Euh, et sinon, non, une autre grosse to-do. J'ai mon meilleur pote que j'ai rencontré quand j'étais jeune en Seine-Saint-Denis. On est amis depuis tout jeune, depuis la sixième, qui vient en Thaïlande là dans 2 semaines, dans 2, 3 semaines. Et Ok. donc ça aussi, c'est un peu sur ma to-do, tu vois. J'ai envie de lui organiser un truc sympa parce que lui, il bosse, tu vois, dans des assurances en France. Il n'a pas non plus énormément de vacances et tu vois, j'ai envie de le faire kiffer, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui me font kiffer. Je dirais pas plus que lancer mon média ou autre, tu vois, mais c'est genre, tu vois, si tu me dis aujourd'hui à quoi tu penses, bah, je pense plus à ce genre de truc parce que le taf, tu vois, moi, c'est réglé, tu vois, j'ai mis tout doux, ça tourne. Mais ce genre de trucs, c'est des trucs sur lesquels, bah, tu vois, c'est quand même assez important de garder un œil sur, tu vois, ce qui se passe autour de toi et, on va dire, un peu, ouais, prendre soin de tes proches, de tes amis, de ta famille. Et c'est des trucs, souvent, quand t'es entrepreneur, ça passe en second plan, ou en tout cas pour la plupart, parce que c'est extrêmement prenant de bosser, tu vois, en tant qu'entrepreneur, lancer des projets. Euh, et tu vois, c'est quand même très important de garder ça en tête et de se rappeler que il n'y a pas plus important que ça en soi. Tu vois, si je devais choisir entre mes amis, ma famille ou mes business, bon, il n'y a aucun débat. Je ne lancerai pas un média, je supprimerai mon LinkedIn de suite. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Et tu vois, si voilà, bon, tu me demandes ma to-do, c'est globalement à quoi je pense là sur les prochaines semaines. Ok, ouais, super intéressant. Bah, justement, tant que t'en parles, c'est quoi un peu ta vision, on va dire, alors, pour l'équilibre pro-perso, enfin, ça veut pas dire grand-chose, mais dans le sens, tu vois, comme tu dis, tu sais que dans les prochains mois, par exemple, si le média accélère, tu vas devoir vraiment taffer beaucoup pour ton média, ou en tout cas taffer que pour ton média. À quel point tu es prêt à ce que le business prenne une part dans ta vie? À quel point
tu veux que, on va dire, ton média, ça reste quand même plus ou moins au service de ta vie. Comment tu vois un peu ça? Bah, c'est marrant parce qu'au début, je faisais que bosser et je générais pas grand-chose. Et plus j'avance, moins je bosse et plus je fais d'argent. C'est Et en fou. fait, je pense que c'est ultra important de garder. Enfin, tu vois, là, je suis à Bali, je te disais, je fais le matin, je me lève, je vais à la salle, je fais des cours de Muay Thai. Et ça, c'est un truc que je faisais jamais avant, Nice. tu vois. Ouais. Genre, limite, au début. Ouais, mais je sais que tu fais du Muay Thai. Un de ces quatre, on pourra se faire un petit sparring. Allez. Mais tu vois, pour revenir au sujet, je pense que, tu vois, moi, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, en fait, c'est des trucs que j'ai totalement négligés parce que je me disais, c'est un peu comme les connards sur YouTube. Ouais, moi, je vais faire que bosser, je vais me lever super tôt, je vais faire que ça toute la journée, même les week-ends, je vais bosser. Et je faisais que ça. Et en fait, je me rends compte maintenant avec l'âge que plus en fait tu prends du temps pour toi, pour prendre soin de toi, pour faire des trucs qui font kiffer, plus tu es performant quand tu travailles en semaine et plus tu profites de tes week-ends ou de tes moments off. Et ça, je pense que c'est un truc que je veux jamais le perdre. C'est-à-dire que même quand j'aurai mon média et que je serai à 100% dessus, en tout cas, tu vois que vraiment je devrais limite arrêter les prestations de service, arrêter le coaching, etc. Je pense que je veux quand même me garder, tu vois, un minimum de 3 jours et demi par semaine où juste je prends soin de moi, tu vois. Je découvre des trucs, je fais du sport, j'apprends peut-être une nouvelle langue, je sais pas, je découvre des temples, je fais des trucs culturels, je lis. Tu vois, je pense que c'est super important et il faut garder ça en tête, surtout pour, on va dire, peut-être les jeunes freelances ou les jeunes personnes qui regarderont ce podcast. Au début, oui, vous allez être dans la matrice de je veux tout faire et faire que ça. Mais à la fin, un homme heureux ou une femme heureuse, elle se définit pas juste par l'argent qu'elle génère. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait dans une société très difficile à vivre, je pense. Ouais. C'est vrai que je suis 100%, je suis 100% d'accord. Je pense qu'on a toujours été un peu victime, on va dire, de tu vois, toutes les personnes qui nous conseillent de bosser à fond. Et en vrai, enfin, moi, c'est mon cas, je parlais pour moi, mais dès que tu as envie de quitter une situation, tu vois, un peu comme tu l'as dit, forcément, tu fais que t'as fait. Tu vois. Genre, moi, quand je savais que je voulais éviter à tout prix le salariat ou alors quitter mon école ou alors pas avoir ces jobs-là, tu bosses à fond. En fait, dès que tu as un peu de sérénité, que tu bosses bien, que tu peux, on va dire, voyager, vivre où tu veux, bah, en fait, facilement, tu es quand même tenté, on va dire, de mettre, on va dire, un peu une pause et c'est ce qu'il faut. Et justement, enfin, en vrai, c'est rare les personnes qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps et à être très serein. Et pourtant, qui disent, OK, bah, je vais faire une boîte à 1 milliard, en fait. Enfin, c'est ça la diff, en fait. On refuse une boîte à un Ouais, milliard. En fait, quand tu gagnes 5 10 000 euros en travaillant, en faisant ce que t'aimes, bah, t'es là, peut-être que j'ai pas envie de faire une boîte à 1 milliard, en fait. ouais, bien sûr. Je suis d'accord aussi. Yes. Bah, écoute, franchement, Raouf, merci beaucoup pour avoir autant partagé. Genre, beaucoup de force et du coup de chance dans le lancement du coup de ton média. Enfin, le média est déjà lancé. D'ailleurs, je mettrai les liens en description. Alors, je pense qu'il n'y aura pas encore de site web. Ce sera ton LinkedIn, je pense. Top. Nickel. Eh bien, écoute, et tu repasseras dans quelques années pour nous dire, on va dire, comment ton média a explosé et peut-être même comment tu as revendu ton média dans quelques années. Ouais, avec plaisir. Et merci beaucoup Valentin pour l'invitation. Bon, moi aussi, je vais devoir te laisser là parce qu'il y a eu le petit retard, le petit problème Yes. avec l'outil. Mais tout va bien finalement. On aura une belle vidéo à la fin. Je me laisse, j'ai un petit coaching LinkedIn là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Bon courage aussi à toi. J'ai vu que tu avais invité Laetitia aussi il y a pas longtemps. J'ai pas encore Ouais, eu le temps carrément, de ouais, je voir postais hier. le Ouais. Lovecast, mais je vais le voir. Génial. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et je te souhaite beaucoup de réussite aussi avec ton agence. Et merci pour l'invitation. Et on se verra en France pour un petit sparring ou en Europe, du coup, vu que toi, À, t'es plus forcément en à France. Bangkok, je pense qu'on se verra à Bangkok parce qu'il y a plus de chances qu'on se croise à Ah Bangkok. bah, Bangkok. Nickel. Génial, alors. On se tient au jus. Merci beaucoup, Valentin. Yes.